Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube et en description. Avant de continuer, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Et j'en profite aussi, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et sur ce, on commence maintenant. Et on commence avec la deuxième partie de ma petite trilogie autour de Suehiro Maruo, l'île Panorama. Donc après avoir parlé de Paraiso la semaine dernière, on parle de l'île Panorama et la semaine prochaine on parlera de l'Enfer en bouteille, qui sont donc ce titre-là et l'Enfer en bouteille, des rééditions de titres qui étaient introuvable depuis, pas mal d'années. Je m'étais fait un petit marathon Marou il y a 2 3 ans, en découvrant avec Vampire et en ayant acheté quasiment tout ce qui était disponible chez, Les Arts Noirs et le seul titre chez, Imacho et bah, les titres de Casterman étaient introuvables. Donc là, j'ai pu, on va dire, rattraper un petit peu, bah, cette lacune. Alors, l'île Panorama, c'est une œuvre de Maruo adaptant, enfin, d'après le roman de Edogawa Rampo, qui est, un grand romancier, qui a écrit beaucoup de choses et notamment des romans d'enquête, qui, de ce que j'ai compris, était aussi très fan de je sais plus co ah, j'ai plus quel autre auteur français, qu'on voit en plus dans le bouquin, qui s'appelle Alan Poe. Voilà, ça vient de me revenir et donc Edogawa Rampo a inspiré le prénom de Conan Edogawa, parce que le Edogawa de Conan, Conan pour Arthur Conan Doyle, hein, Sherlock Holmes, Edogawa pour Edogawa Rampo. Et en fait, cette histoire, je l'avais déjà lue il y a très longtemps, parce qu'en fait, chez les Arts Noirs, dans la collection Rompo Gekiga, il y avait une histoire qui a été adaptée par Kazuo Kamimura, qui était l'île Panorama. Donc, j'ai pas relu l'œuvre, l'histoire pour l'occasion, mais peut-être que je vais la lire prochainement parce que j'avoue que j'ai bien aimé ce titre. L'île Panorama, donc qui raconte l'histoire d'un romancier dont son frère jumeau est mort, et donc il va prendre son identité, il va construire une île fastueuse, donc l'île Panorama, où c'est, on va dire, une sorte de Sodome et Gomorre 2.0 japonaise, où les gens copulent, il y a des orgies H24, les gens sont tout nus. Voilà, c'est très intéressant. Alors on est dans pas forcément dans l'héros-gourou pur et dur de Maruo, mais c'est intéressant, alors c'est très intéressant, surtout si je me relis les 2 histoires en même temps, enfin, l'une derrière l'autre pour, me dire: «Ah tiens, qu'est-ce qui était dans l'œuvre d'origine? Qu'est-ce qui est un petit peu, les petites folies créatives de chacun des auteurs?» Pour voir un petit peu les différences. Mais en tout cas, c'était très intéressant, de retrouver le style de Suehiro Maruo. C'est son là, il a écrit ça en 2008-2009, si je me souviens bien de la fin du bouquin. Il y a vraiment tous ces passages, on va dire, où tu vois ju tu pas de bulles, tu as juste des scènes figées, bah, d'orgie où tu vois des filles toutes nues, des messieurs tout nus, du zizi, du pampan et cetera. Voilà, c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé et la semaine prochaine, on parlera de L'Enfer en bouteille, qui on m'a pas mal chauffé dessus en me disant que c'était vraiment très, très bien, donc j'ai hâte de découvrir ça. On passe maintenant au tome 4 de Dandadan, aux éditions Kazé Crunchyroll. Donc dans ce tome-là, on finit l'arc où donc notre trio de personnages principaux affronte Nessie et un alien à cause des aliens de je sais plus comment, les Serpos. Donc petit combat. J'aime beaucoup la finalité où ils se retrouvent à poil dans les couleurs de l'école et que tout le monde pense qu'ils ont fait crac crac en public. Des gros dégénérés. Voilà, c'était sympathique. Après, on a un petit épilogue sur l'un des aliens qui avait été engagé, qui explique que c'était, un alien crabe qui faisait de la boxe et que, bah, son fils est malade et qu'il essaie de trouver, du sang pour son fils. On lui dit: «Bah, mais en fait, le sang de ton fils, c'est du lait». Et donc, bah, il part quoi? Il part avec une vache, il l'enlève et donc il y a une scène qui reprend ce symbole un petit peu, on va dire, de la culture pop où il y a un vaisseau en forme de soucoupe volante qui enlève une vache, donc une vache qui se fait, tracter, par un faisceau et cetera. C'était sympathique et on arrive ensuite sur un nouvel arc où il y a l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle, Gigi. Donc c'est une copie, on va dire un petit peu Eco Plus d'un personnage de JoJo's Bizarre Adventure. Donc il y a un ami d'enfance de Momo et qui est un peu bizarre, on sait pas encore trop ce qu'il est, donc on sait il est lui aussi est possédé par un démon. Donc là, on est sur ce début de ce tome-là.
Dans Dadan, c'est toujours aussi bien, je kiffe, voilà, enfin vivement le tome 5 pour en savoir plus sur Gigi et donc former enfin ce quatuor de personnages qui, je pense, va être le cœur du groupe, pendant jusqu'à la fin de la série. En tout cas, c'est toujours aussi bien. Je vais aller très vite sur ces 2 titres parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. Déjà, le troisième et dernier tome de Blue Heaven, la fin m'a laissé un peu, sur ma faim. J'ai pas détesté, mais je me suis dit: «Ah, c'est déjà fini». Alors en plus, le fait que le bouquin soit divisé en 2 parties, la première c'est la fin de l'histoire, ce qui fait que en fait, le Blue Heaven fait 2 tomes, mais 60-70 pages et qu'après on passe sur une autre histoire qui s'appelle 69 qui n'a rien à voir. C'est un peu particulier, donc peut-être que je me relirai Blue Heaven, mais j'avoue que c'est pas mon titre préféré de Tsutomu Takahashi. Ensuite, bah, je me suis pris le tome 20 de Sidou, donc il reste plus que 5 tomes. Donc nos frères retrouvent, un peu leur ennemi juré, le mec, des premiers tomes qui avait sa secte, donc ça part un peu en couille. J'ai hâte de lire le prochain tome parce que j'ai vu un personnage que je reconnais avec un enfant, donc j'ai hâte de voir, ce que nous réserve le prochain tome. En tout cas, plus que 5 tomes, c'est fini, il reste plus que 2 tomes de Soul Keeper, donc ça y est, Tsutomu Takahashi, je commence à voir, beaucoup de séries terminées, de cet auteur-là et ça fait plaisir. Vivement qu'on nous annonce, Jumbo Max, je ne sais pas chez quel éditeur, je pense que c'est chez Pika, mais en tout cas, vivement Jumbo Max, qui est un titre qui a été annoncé l'année dernière, chez Atom. Maintenant, on parle du tome 25 de Rokudenachi Blues. Donc on a, l'apparition d'encore de nouveaux personnages, dans l'histoire. Alors, notamment, on évoque pas mal le père de Taizon Maeda qui apparaît à la fin du tome. On avait déjà son frère qui était apparu dans le tome précédent. On a la prof, d'art plastique qui flash sur le surveillant, qui est tout poilu et tout musculeux et qui veut un Héraclès, vivant. Voilà, Rokudenachi Blues, c'est toujours aussi cool. J'ai beaucoup aimé le passage où ils partent en vacances. Là, on arrive sur, l'arrivée du petit frère de Taizon Maeda à la fin de ce tome-là, l'introduction de son paternel, donc on va découvrir un peu toute la famille Maeda qui est complètement what the fuck. Voilà, c'est toujours aussi cool. Rokudenshi Blues, j'ai pas grand-chose à dire dessus de plus, vu que j'ai déjà lu la série, donc je sais ce qui m'attend. Mais voilà, tout doucement, ça s'approche quand même des arcs qui vont commencer à vraiment devenir bons et faire que Rokudenshi Blues va passer de un bon shonen, un bon Furio à un truc de fou furieux. Donc accrochez-vous encore quelques tomes, et là on va rentrer vraiment dans le très très bon. Maintenant, je fais une petite parenthèse dans mes lectures, c'est juste, pour aborder un petit sujet, rien de grave, hein, rassurez-vous. C'est juste que je commence à faire une petite transition dans mes achats et ma collection, à savoir, je commence à acheter des mangas en numérique. Alors je commence avec certains titres que j'aime bien, mais que j'ai pas forcément envie d'acheter, la série complète parce qu'au bout d'un moment, bah, typiquement, bah, Blue Lock, j'ai commencé à les acheter en numérique parce que, pas que la série est mauvaise, c'est juste que il y a déjà plus d'une vingtaine de tomes au Japon et que je me dis: «Je ne me vois pas acheter 40 tomes de Blue Lock». Enfin pas les posséder en tout cas, physiquement parlant. Parce que alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire: «Oui, mais quand même, quand tu achètes un manga numérique, tu pas le bouquin, si le site il ferme». Bah, je veux dire, si ta maison elle brûle, tu plus de bouquin, hein. Je veux dire, alors à ce niveau-là, là, genre, tu tout autant de chances que ta maison qu'elle brûle que le site il ferme. Alors, moi j'achète tout sur Amazon, donc je dis pas que c'est bien. Je me dis: «Mais est-ce que Amazon va fermer un jour?» J'y crois moyen. Je pense pas que peut-être que le service Kindle fermera un jour et là je vais me dire: «Ah putain, si j'avais su» et cetera. Ça serait bien quand même, que Amazon, Fnac et tous les sites qui proposent des mangas, enfin et des bouquins en numérique puissent permettre qu'on les télécharge, qu'on ait le bouquin qui fait, je sais pas, 200 mégas, qu'on puisse le télécharger, l'avoir en PDF sur notre PC pour pouvoir le relire à tout moment. Ça serait vraiment bien, ça serait vraiment une évolution, énorme pour qu'on soit pas limité à passer par, Kumbo pour Fnac ou Kindle pour Amazon. Et donc en fait, j'ai commencé à acheter en numérique parce que, bah, déjà la place, parce que j'ai quand même plus de 6000 mangas dans ma collection, donc au bout d'un moment, moi qui veux déménager, bah, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup trop de mangas et qu'il va falloir que je me sépare de certains titres, que j'ai envie de continuer, mais que j'ai pas forcément envie de continuer en physique parce que ça prend de la place. Blue Lock en fait partie et d'autres titres, dont je vais parler juste après. Et il y a un côté financier, parce que mine de rien, Blue Lock, en physique, ça coûte 7,20 €. En Kindle, c'est 4,99 €. J'économise 2 euros. Alors tu te dis: «Ouais, 2 euros, c'est pas grand-chose» et cetera, même s'il y a l'inflation, tout ça. Mais quand tu te dis, comme moi qui achète, pour, 300 € de manga par mois, voire plus des fois, quand je suis un petit peu à ma boule, ben, 300 divisé par 7 et 300 divisé par 5, tu fais le calcul à la fin, tu fais quand même, pas forcément des économies, parce que vraiment tu vas quand même les dépenser, mais tu peux acheter plus de mangas.
Voilà, donc je suis en train de me poser ce genre de questions. Il y a aussi des titres que je commence à acheter en numérique parce que, je veux pas les avoir en physique. Il y a des Mitsuru Adachi qui sont soit introuvables, soit l'édition physique comme Mix avec le papier transparent, je ne veux pas, on en a déjà parlé avec Manga Collect. Il y a des titres aussi où je me dis: «Ah j'aimerais bien les avoir» mais genre Inuyasha, il y a 56 tomes et je me dis: «Ouais mais ça fait prend beaucoup de place» et par exemple, je me suis pris les, Urusei Yatsura parce qu'en numérique parce que j'ai pas envie d'avoir les Bunko. Parce que je me dis: «J'ai pas envie de payer 7 € pour avoir une édition Rikiki, je préfère payer 5 € et l'avoir en ce format-là, parce que mine de rien, c'est plus grand qu'un manga classique. C'est aussi grand que mes Rokunachi Blues. Donc c'est quand même beaucoup plus stylé de les lire et franchement, je commence à apprécier, moi qui n'étais pas forcément le plus convaincu par le numérique, j'avoue que c'est quand même appréciable d'avoir ça et de pouvoir savourer des pages relativement grandes. Alors, quand c'est double page, j'avoue que c'est un peu plus chiant parce que bah, forcément, on est obligé de tourner comme ça, mais ça reste quand même des pages qui sont aussi grandes qu'un format classique. Donc au final, j'ai pas l'impression d'y perdre. Juste, bah, je suis peut-être un peu moins libre si un de ces 4 le site ferme, mais comme j'ai dit, hein, si ma maison brûle, bah, tu baisé aussi. On parle maintenant du tome 12 de Blue Lock, donc qui entame pour moi le troisième arc de Blue Lock. Donc après, on va dire le premier arc qui a vu les 5 équipes de la plus petite section du Blue Lock se réduire à 2 équipes plus les meilleurs joueurs. On a eu après les histoires avec pour moi le deuxième arc, donc à savoir 3 équipes, enfin les équipes de 3 qui après s'affrontent pour récupérer un joueur et être une équipe de 5 et affronter une sélection européenne. Là, on a les 6 meilleurs joueurs qui vont se retrouver en duo et former des équipes de 5 avec les autres joueurs, donc ils prennent 3 autres au hasard, enfin c'est tiré au sort, et ils vont s'affronter, et donc là on a le numéro 1 et le numéro 2 qui est juste ici, donc le Rin qui est un peu le putain de monstre, et lui qui est une sorte de gros connard qu'on avait vu à la fin du tome 11, qui affronte un mec qui s'appelle l'assassin et l'autre qui s'appelle le ninja, qui sont super rapides et qui construisent un peu un jeu très rapide, très vif, et donc ils vont affronter, notre héros se retrouve dans l'équipe de Rin parce qu'il a demandé, et donc ils vont l'affronter. Donc on a des matchs qui sont quand même de haut niveau. Là on voit vraiment qu'on a des joueurs qui sont ultra puissants. Dommage c'est que Rin et ce type-là sont pas du tout en accord, et donc quand ils jouent ils font n'importe quoi. Donc il va falloir construire une équipe avec ça. C'est très intéressant, en tout cas Blue Lock. C'est toujours aussi bien. Même si je les prends en numérique, ça reste quand même une série qui est vraiment très très bien. Et vraiment les doubles pages sur tablette, un bijou. Ensuite, on parle de Witch Wars. Alors, j'avais acheté le tome 1 en physique, et c'est vrai que, bah, on parle comme d'une série où il y a 36 femmes qui vont se battre, donc on est clairement sur une série qui est fait pour durer sur plus d'une vingtaine de tomes, et je me vois pas acheter plus de 20 tomes en physique et les mettre dans ma bibliothèque de Witch Wars, donc j'ai acheté le tome 1 pour l'avoir, le reste ça sera en full numérique. Donc Witch Wars, dans ce tome-là, on a la fin du combat entre Bathory et je ne sais plus comment s'appelait son adversaire. On a son histoire en plus par rapport au fait que son clan a été vaincu par un clan. Et donc on découvre son idéal, son désir qui est celui de la justice, qui s'oppose à une qui veut juste tuer des gens et connaître la souffrance. Et ensuite on a le combat entre Jeanne face à son adversaire, qui est la première impératrice de Chine, dont j'ai oublié le prénom. Donc gros combat en perspective, c'est vraiment génial, graphiquement j'adore. Donc vraiment Witch Wars, si vous aimez Valkyrie Apocalypse, vous kifferez tout autant. Donc vraiment, lisez Witch Wars, moi j'aime beaucoup. On revient à du manga en physique avec le 5e tome de No Longer Ranger. Je vais pas en dire grand chose parce que je rentre toujours pas à fond dans le titre. Je vais m'arrêter là. Je sais que l'animé arrive dans pas longtemps. Je vais donner une seconde chance au manga à travers l'animé. Et si ça me plaît, si je reprends, ça sera comme pour les 2 précédents, en numérique. Parce que je suis allé jusqu'où? Parce qu'il y avait une petite carte, je suis vraiment un pigeon, il y avait une petite carte où on voyait les 5 sœurs de The Cut Quintuplet en tenue de ranger. Peut-être que le tome 6, on aura le héros en tenue de sbire, je sais pas trop. Mais j'avoue que là, je suis au tome 5. Je sais pas où veut aller l'auteur, et de ce que j'ai compris, les ventes sont pas non plus oufissimes donc, au Japon. Donc je suis allé jusqu'au tome 5, un chiffre rond comme j'ai dit, je vais mettre ça de côté et peut-être que je reprendrai, peut-être que j'achèterai en physique, peut-être si la série fait 10 tomes au Japon, j'irai jusqu'au bout. Si ça continue et que je reprends, ça sera en full numérique. En tout cas, No Longer Ranger, j'en dirai pas grand-chose. On parle maintenant du tome 12 de Shirulan, donc on arrive tout doucement mais sûrement pour moi à la fin de la première saga de Shirulan, à savoir la fin l'existence de 2 groupes dans le futur Shinsengumi, donc à savoir le groupe de Ijitaka Sosuke, c'est ça, c'est Tosuke? Tosuke je crois, hein.
Toshizo Hijikata face au groupe de Serizawa, qui commence tout doucement à disparaître parce que quasiment tous les lieutenants sont en train de se faire éliminer un par un par, la bande de Hijikata et on arrive vers la fin au combat entre Soji Okita face à Serizawa, qui est censé être un putain de génie qui est imbattable et cetera. Je pense qu'il va pas emmener large face à Serizawa et que c'est Hijikata qui va le battre parce que c'est tellement un esprit shonen, que je vois difficilement le héros ne pas battre le boss des mecs en face. Après peut-être que je me trompe. En tout cas, Chirolan c'est vraiment super bien. Je vous conseille toujours autant. Moi je prends beaucoup de plaisir à lire ce manga. On parle maintenant du tome 11 de Karakuri Circus. Donc, à la fin du tome 10, on avait la réunion de tous les Shirogane du monde qui allaient, au milieu du Sahara pour affronter, le Cirque du Milieu, donc dirigé par les 4, c'était le groupe de je sais plus comment s'appelle la marionnette en chef, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Et donc, ces 4 lieutenants qui sont Colombine, Pantalone, Dottore et le dernier dont j'ai oublié le nom, c'est celui qui a une guitare, voilà, qui sont un peu les lieutenants qui dirigent tous les automates depuis la nuit des temps et qui enfin depuis, 2 siècles et qui répandent le Zonafa à travers le monde. Et donc il décide de faire un petit, entre guillemets «tournoi», on va dire ça comme ça, mais c'est un petit jeu pour amuser, leur maître, leur maîtresse plutôt, à savoir s'affronter à 20 shogunais contre 20 automates et que, la défaite d'un des groupes signera la fin de l'existence de l'autre groupe. Tu les shogunais qui, eux, sont juste là pour jouer la montre parce qu'ils veulent balancer un putain de missile, sauf que les automates plus tard, ils se rendent compte de ça, ils disent: «Non, vous inquiétez pas, il y a une putain de défense, vous y arriverez pas». Et donc il y a des gros combats. J'aime beaucoup, le moment où tu as le combat, tous les shogunais hauts qui se font casser la gueule par un seul mec et qu'après tu as Narumi qui arrive et qui le défonce. Vraiment cool. Le combat Fatima et la pote, la fille du maître de non, c'est pas Masaru, c'est putain, j'ai oublié son nom, Narumi, qui se battent et qu'à fond, le mec il fait: «De toute façon, les filles, dès qu'on monte leur sein, ça peut se battre», et qu'il leur arrache leur robe et elles sont en mode: «Ah!» Elles font: «Kia! On a vu nos tétons!» Et qu'après on fait: «Non, mais t'inquiète pas, on n'est pas là pour ça», et bam, elle les défonce. C'était vraiment cool. Vraiment, Karakuri Circus, vraiment très très cool. On arrive dans un arc qui est très très long, parce que de mémoire, déjà il va y avoir une vingtaine de combats, donc ça va être, même si certains sont très rapides, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a au moins les 4 automates à affronter, donc ça va prendre beaucoup de temps. À titre de comparaison, dans Moonlight Act, donc qui est l'avant-dernier titre en date, le grosse série en date de l'auteur, il y a un arc qui s'appelle Les Mille et Une Nuits, qui est pas l'arc final, qui doit durer une bonne dizaine de tomes et qui se passe aussi dans le désert parce que, Les Mille et Une Nuits, Esmeralda et compagnie, voilà, il y a tout ça. Vraiment, là, je pense qu'on est sur un arc qui va se terminer au moins vers le tome 15-16. Je me souviens un petit peu de l'arc suivant qui est dans l'animé. Vous êtes pas prêts, clairement, parce que là, le titre commence à poser des petites graines qui vont être utilisées pour l'arc suivant. Notamment, j'en dis pas plus, voilà, j'ai pas envie de spoiler les gens, mais souvenez-vous de ce qui se passe dans ce tome-là, parce qu'on évoque des personnages, des noms de personnages. On sait pas encore trop qui elles sont. Vous allez voir, c'est hyper important pour la suite. En tout cas, Karakuri Circus, c'est toujours aussi bien. J'aime beaucoup aussi le fait que chacun des 4 automates d'origine, donc Dottore, Colombine, Pantalone et j'ai oublié le dernier, ils aient chacun un petit truc. Genre, Dottore, il explique que ouais, il aimerait découvrir ce que c'est le goût. Et donc il adore manger, mais il sent rien en fait. Donc lui, c'est juste, il mange pour manger. Il aimerait un jour découvrir le goût. Et donc c'est un peu son désir. Colombine, elle adore lire des romans de super-héros, enfin de héros au grand cœur, mais elle sait pas ce que c'est l'amour. Et elle aimerait découvrir un petit peu tout ça. Donc elle aimerait vraiment toucher un être humain. Et donc je sais plus c'est quoi les deux autres. Il y en a un qui fait de la musique, donc c'est sûrement le son. Et je ne sais plus c'est quoi Pantalone, c'est quoi son petit truc. Je sais pas encore évoqué, mais en tout cas ils en parleront sûrement quand ils arriveront et qu'ils auront leur combat. En tout cas, Karakuri Circus. Le prochain tome, c'est le tome 12. Et après, j'attendrai la prochaine expédition de chez Meian. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. Maintenant, on parle de manga de chez Kiun avec d'abord le tome 6 de Ranking of King. Donc on est pour moi à la moitié de la saison 1, donc avec l'arrivée, on va dire, l'arc de l'évasion de 6 prisonniers qui arrivent dans le royaume de Boji. Et donc avec Ombre, ils doivent retourner à la capitale du royaume de Boss pour affronter ces 6 prisonniers qui vont foutre le bordel. On découvre un petit peu leur origin story à chacun d'entre eux, enfin notamment à l'un d'entre eux qui a un lien avec, des chats et des spas, parce que c'est leur petit frère. Voilà, il commence à y avoir des passages qui prennent un peu plus d'ampleur, un peu plus de profondeur, notamment on découvre un petit peu
on aborde un petit peu l'histoire de Desha, qui dans l'animé est évoquée encore plus tard. On explique un petit peu l'histoire avec son père, etc. Mais je pense qu'ils vont sûrement revenir dessus parce qu'ils vont expliquer comment il est devenu roi, Desha, et comment ça s'est un petit peu cassé la figure entre ses trois frères. Voilà, en tout cas, toujours aussi bien Ranking of King. On approche quand même on est à la mi-saison, pour moi on est à la mi-saison de l'animé, donc on a encore 6 tomes avant d'arriver à là où s'est arrêté l'animé, et donc à voir de l'inédit, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir à lire. On parle maintenant de Valalian The Black Iron, donc j'ai pris l'édition collector avec le petit bouclet. Alors on va parler vite fait de ça. Donc c'est de Toshimitsu Matsubara, donc qui était l'auteur de Rikudo, qui était disponible chez Kaze, donc maintenant Crunchyroll, manga de boxe oufissime, j'aime beaucoup le dessin. Donc j'ai pris l'édition, on en parlera collector, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc avec l'édition collector, on avait ce petite histoire ce petit one-shot de 40-50 pages, qui était peut-être bien dans le bouquin en plus, parce que j'avoue qu'un petit bouclet en hardcover pour lire 50 pages, c'est pas hyper agréable. Je pense qu'on aurait eu une édition plus couverture souple, aurait été beaucoup plus agréable, en mon sens. Donc c'est une histoire qui se passe au Moyen-Âge, où on parle de duel judiciaire, où le vainqueur est élu de Dieu, donc c'est lui qui a la raison, et la raison du meilleur est la raison du plus fort. Donc voilà, en gros, c'est pas forcément le juste qui a gagné, mais c'est le plus fort. Donc Game of Thrones, la saison 4, etc. Vous savez de quoi je veux parler. C'est sympathique. Voilà, vraiment, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Katleya, qui veut faire du judiciaire, personne ne veut l'aider, et elle tombe sur un japonais venu du Japon, qui se bat comme un samouraï, il affronte un chevalier, il gagne, point. Voilà, fin. C'est sympa. C'est pas oufissime, c'est sympa. Voilà, je savais que j'allais pas lire un truc qui allait me retourner le cerveau, mais voilà, c'était bien parce que j'aime beaucoup ce que fait l'auteur, j'aime beaucoup son coup de crayon. Je voulais avoir ce petit one-shot en plus. C'est pour ça que j'ai pris l'édition collector de Valalian. Alors, c'est une série en 6 tomes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pestent sur les réseaux parce qu'il y a peu de gens qui mettent ça en avant sur le fait que la série ne fait que 6 tomes, qu'elle est terminée au Japon, mais que le manga n'est pas terminé parce que l'auteur s'est arrêté en plein milieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un sentiment de conclusion à Valalian. Moi, j'irai jusqu'au bout de la série, sauf si vraiment je sens que ça se pète la gueule, parce que j'aime beaucoup le trait de l'auteur. C'est vrai que je pense que je vais être déçu sur le tome 6 de me dire « Ah, tout ça pour ça ». Peut-être que je les prendrai en numérique si c'est disponible en numérique. J'avoue que je crois que Kiun fait très peu de mangas numériques, ce qui est un petit peu dommage. Encore une fois, je vous renvoie à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo sur le numérique. Je pense que c'est quand même une très bonne chose, surtout avec le cours du papier qui s'envole. Que c'était un très bon palliatif pour les lecteurs et peut-être pour pouvoir vendre des mangas où, au bout d'un moment, tu fais bah ouais, mais gars, 8 € ton bouquin d'une série qui est pas finie. C'est peut-être un frein pour certains. Moi, j'irai jusqu'au bout, mais j'ai peur d'être déçu. Et clairement, je le dis encore une fois, c'est pour ça que je fais pas un manga chaud dessus, parce que j'ai pas envie de passer 5 minutes sur une série où potentiellement je vais être déçu par la fin, parce que de ce que j'ai compris, l'auteur a un peu arrêté sa série où on lui a dit d'arrêter, et qu'il n'y a pas vraiment j'essaye au moins d'arrondir les angles, de faire une conclusion comme je peux. Là c'est un peu genre le dernier chapitre c'est genre on part à l'aventure, affronter le boss final, fin. Et peut-être que je dis une grosse connerie, hein, peut-être que c'est mieux que ça, hein. Mais de ce que j'ai compris, la fin est très mal amenée, où il n'y a pas vraiment de fin. Donc j'ai un petit peu peur d'être déçu. En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien le concept de la série. Alors, je sais même pas expliquer de quoi ça parlait. On suit ce personnage-là qui est un samouraï qui... Je sais plus c'est quelle époque... Je crois qu'il n'évoque pas vraiment l'époque à laquelle il est. C'est le 18e siècle. Et en fait, il se retrouve réincarné. Enfin, il est téléporté dans un monde... Je vais pas dire d'heroic fantasy, mais un monde, on va dire, fantastique, très inspiré mythologie scandinave, parce qu'il est sur une planète qui s'appelle, enfin un royaume qui s'appelle Midgard, donc la Terre, le royaume des hommes dans la mythologie viking, que les dieux sont venus et qu'ils ont amené les Aegnir, donc qui sont un peu les grands combattants qui sont gardés par Odin pour affronter le Ragnarok le jour où le Ragnarok arrivera. Et donc en fait c'est un petit peu tous les grandes légendes on va dire, de l'histoire de l'humanité. Genre, il tombe sur des Romains qui sont dirigés par Marcus Crassus, il tombe sur un putain de guerrier général chinois qui est devenu une divinité en Chine, et je sais qu'il va y avoir Jeanne d'Arc, Napoléon, Hannibal Barca, etc. Voilà, moi qui adore Drifters, par l'auteur de Hellsing, c'est dans le même délire, donc j'ai pris pour le délire, après voilà, et pour le style de l'auteur, après voilà, ça n'empêche que la série fait 6 tomes et qu'il n'y aura peut-être pas de conclusion, donc encore une fois, je vous mets en garde si vous avez vous êtes un petit peu frileux sur le titre, je préfère vous le dire. On parle maintenant du tome 15 de Valkyrie Apocalypse, on est toujours dans le 7ème combat du Valkyrie Apocalypse, donc on est quasiment à la moitié de la série, donc qui fera une trentaine de tomes.
et comparé à Witch Wars, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de Valkyrie Apocalypse. Donc on a le combat entre deux rois, d'un côté le roi des enfers et de tous les enfers mythologiques, Hadès, qui est roi de Hell, en fait, il n'est pas le roi des enfers, mais de Hell, le L-H-E-L, donc l'enfer scandinave, là où, qui est aussi le nom qu'on donne aussi à Hell, l'enfer tout court en anglais. Le nom scandinave a inspiré le nom biblique, enfin, en tout cas anglais. Et face à Shin Shin Wang, donc qui est en couverture, qui est le nom chinois de Heisei, l'autre héros de Kingdom, qui est donc le premier unificateur de la Chine, qui a unifié toutes les provinces. Dans ce chapitre-là, il y a vraiment un gros parallèle avec Kingdom, c'est que on nous raconte les origines du personnage de Shin Shin Wang, à savoir son père l'a abandonné dans le royaume de Zhao, c'était un peu un prisonnier d'État, et il a un peu mal vécu sa vie. C'est une chose qui est évoquée dans un flashback de Heisei qui raconte que il a vécu dans un pays étranger, qu'il avait juste une femme qui l'a protégé et son fils est mort à la guerre. C'est la même histoire dans celui-là, donc je ne sais pas si c'est vraiment une légende ou vraiment un morceau de l'histoire de Shin Shin Wang, mais c'est marrant de retrouver la même histoire dans deux mangas totalement différents, où il n'y a pas, voilà, c'est pas comme si Kingdom était dans le même univers que Valkyrie Apocalypse, comme c'est le cas pour Shadowrun, qui se passe dans le même univers que Valkyrie Apocalypse. Voilà, en tout cas, c'est toujours aussi bien. Moi, j'aime beaucoup Valkyrie Apocalypse. Bon, j'ai commencé à regarder la saison 2, c'est nul à chier, donc ne regardez pas l'animé sur Netflix. Et on finit avec une bande dessinée, La Synagogue de Johann Sfar. Alors, l'année dernière, j'ai pu découvrir sa BD Klezmer avec les deux intégrales. J'ai découvert aussi Tout le chat du rabbin, qui sont deux BD sur la culture et la religion juive. On va suivre d'un côté des juifs qui étaient malheureusement en Ukraine, et qui vont déambuler dans cette Ukraine on est vraiment pas loin de l'Allemagne fasciste, parce que, alors ça se passe pas en Allemagne, mais voilà, plutôt dans l'Europe de l'Est. Le chef du rabbin, c'est avant la Première ou Seconde Guerre mondiale, je sais plus, avec des juifs d'Algérie, etc. Et donc c'était plus ou moins, on va dire, biographique, parce que c'est inspiré des ancêtres de l'auteur Johann Sfar, là où la synagogue, c'est clairement une biographie de l'auteur autour de ses questionnements sur la religion, de ce qu'il a vécu en tant que jeune juif qui vivait à Nice et qui a côtoyé des gens qui n'étaient pas forcément très gentils avec les juifs. Donc des fachos, on les voit en couverture, et c'est marrant parce qu'il des fois il raconte, il essaie pas de dépeindre, ce que j'aime bien dans cette BD, c'est qu'il est pas en train de dire « Ah, c'est tout blanc, c'est tout noir ». C'est qu'il dit, genre il raconte qu'étant jeune, il a fait des arts martiaux, que dans ses cours d'arts martiaux, il y avait un néo-nazi, mais que c'était un néo-nazi qui était, entre guillemets, gentil. Enfin, gentil. Il savait qu'il était juif, mais en fait, c'est un mec, je pense, qui était devenu néo-nazi plus parce que il se fonde dans un moule d'une société que par idéologie. Et en fait, il disait ouais, il était pote avec lui. Bon, dans la salle, je pense que dehors, il le voyait lui casser la gueule, mais c'était marrant. Il était pas en train de dire ouais, c'était un connard, il était nazi, gna 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 gna. Non, c'est pas ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, il montre aussi un peu les angoisses de la religion, le fait de, il y a beaucoup de questionnements qui sont hyper intéressants, ça se lit d'une traite, c'est vraiment super agréable. C'est qu'il passe d'un sujet à l'autre, il revient sur sa jeunesse, ses débuts d'adulte, son adolescence, et on passe de l'un à l'autre, on revient en arrière, on avance, etc. C'est vraiment super bien. Et c'est vrai qu'après avoir lu Le Chat du Rabbin et Klezmer, d'avoir un peu une sorte de synthèse de ça, où c'est vraiment limite une sorte d'aboutissement d'histoire sur la religion, avec une œuvre cette fois qui est beaucoup plus intimiste. En plus, qui commence avec le fait que Johann Sfar est à l'hôpital, qu'il a le Covid. J'ai trouvé ça vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, je vous conseille, si vous connaissez pas, vraiment super intéressant d'avoir découvrir un peu les dessous et tout ce qu'il y a dans la tête de l'auteur, que j'aime beaucoup. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, je le rappelle, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!